Je suis persuadé d'une seule chose. Si vous connaissez un minimum l'histoire de la WWE et de Vince McMahon, ce documentaire Netflix ne vous apprendra vraiment pas grand-chose. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de ce documentaire Netflix sur Vince McMahon, un documentaire d'environ 6 heures, on parle de 6 épisodes d'environ 1 heure, et donc aujourd'hui on va essayer de le débriefer à ma manière, bien sûr à ma sauce. Je vais essayer bien sûr de rentrer dans les détails à certains moments, de parler de certaines histoires et certaines anecdotes qui sont racontées par les différents intervenants, qui passent de Stone Cold Steve Austin, de Hulk Hogan, de John Cena à même Cody Rhodes, mais avant cela, j'aimerais quand même dire quelque chose qui va rejoindre ce que j'ai dit lors de mon introduction. Si vous êtes un fan absolu de catch, de la WWE, que vous avez déjà vu énormément de documentaires sur la WWE, sur certains procès, sur certaines polémiques concernant Vince McMahon ou même la WWE en général, eh bien ce documentaire ne va absolument rien vous apprendre. Personnellement, je suis un peu entre les deux. J'ai vu pas mal de documentaires, mais j'avoue que ça fait quelques temps que j'ai vu ces documentaires, et donc ça m'a pas mal rafraîchi la mémoire, et c'était plutôt plaisant. Même en sachant la moitié, voire plus de la moitié des anecdotes, des révélations entre guillemets qui vont être dites dans ce documentaire, tu passes un bon moment, parce que le documentaire est bien illustré et bien monté. On a en plus de cela les interviews de Vince McMahon qui datent donc de 2021, et ça s'est dit à plusieurs reprises, toutes les interviews ou presque datent de 2021, c'est-à-dire avant que Vince McMahon quitte la WWE et que toutes ces affaires concernant les agressions sexuelles fassent surface. Et ça, c'est un point très important de ce documentaire. Mais globalement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même de le regarder parce que vous allez passer un bon moment. Et autre chose qui est aussi importante à dire de mon côté, je déteste Vince McMahon. Je préfère le dire maintenant parce qu'au moins vous avez mon avis direct, et concernant certaines phrases, certaines choses que je vais dire lors de cette vidéo concernant le documentaire, eh bien vous n'allez pas être surpris. Pour ceux qui me suivent d'ailleurs depuis quelques temps, vous savez à quel point je déteste Vince McMahon. Je n'aime pas cette phrase qui dit « Je respecte Vince McMahon pour ce qu'il a fait, pour son œuvre, mais j'ai du mal ou je n'apprécie pas l'homme ». Non, j'en ai rien à faire de ce qu'il a fait, j'en ai littéralement rien à faire que certes tout part de lui, la WWE ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Vince McMahon, j'en ai rien à faire. On parle d'un homme immonde, d'un homme horrible, avec de nombreuses plaintes contre lui pour agression sexuelle et d'autres choses ignobles. Donc non, je ne respecte pas Vince McMahon, je ne respecte pas son travail, je n'aime pas Vince McMahon, au moins ça c'est clair. Mais bref, pour en revenir à ce documentaire, on va donc revenir sur les débuts de Vince McMahon. Donc on part vraiment du tout début, lorsqu'il prend la relève de son père, jusqu'à 2021. Même si on va pas se mentir, c'est pas vraiment les années 2020 et 2010 qui intéressent réellement ce documentaire, mais plutôt les années 80 et 90 qui sont vachement intéressantes pour un documentaire parce qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les catcheurs, sur Vince McMahon lui-même, sur toutes les polémiques et les procès qu'a eu la WWF à l'époque. Donc oui, ce sont des décennies hyper importantes, et c'est pour cela que je disais qu'en termes de documentaire de catch, il était plutôt cool et très divertissant, parce qu'on va donc parler des années 80, 90, la montée en puissance d'un Hulk Hogan, l'arrivée de Rock, de Stone Cold Steve Austin dans les années 90, bref, on va passer par tous les moments importants, mais le point faible, et je l'ai déjà dit auparavant, c'est que sur Vince McMahon, on apprend pas grand chose. Déjà, lui ne se confie pas énormément sur son enfance. On sait que par exemple, son père est arrivé simplement à l'âge de 12 ans. Concrètement, il avait un beau-père et à l'âge de 12 ans, il a vu son père. Et c'est tout. Et c'est complètement fou parce qu'il dit qu'il n'a jamais eu de conversation avec son père concernant cette absence, pourquoi il n'était pas là et pourquoi il est apparu comme ça d'un coup. Ça paraît totalement con, mais ils n'ont jamais eu de discussion. Et je trouve que ça met en avant la personnalité d'un Vince McMahon très particulière aussi, qui ne cherche même pas à comprendre et qui juste fait avec le fait que son père est de retour, est présent dans sa vie. Il dit aussi que pendant son enfance, il a été agressé sexuellement par sa mère et qu'il a énormément été frappé par son beau-père. Ça peut expliquer certaines choses concernant le futur et l'avenir de ce Vince McMahon, mais c'est clair que c'est pas une enfance qui fait rêver. Comme je le disais, je ne vais pas parler du documentaire épisode par épisode, histoire après histoire. Ce serait giga long et ça n'aurait aucun intérêt, autant que vous alliez voir justement ce documentaire. Mais je voulais revenir sur quelques histoires, sur quelques anecdotes qui sont présentées, avec certains intervenants donc qui sont intéressants dans la plupart du temps. On a bien sûr les suceurs de Vince McMahon, désolé du terme, mais c'est clairement le cas. On parle bien sûr de Bruce Pritchard, on parle de Hulk Hogan, on parle malheureusement d'un John Cena ou même d'un The Rock, qui sont
des gros suceurs de Vince McMahon. Et à l'opposé, on a des gars comme Bret Hart qui, pendant des années et des années, ont été traités d'aigris, de gars qui n'étaient jamais contents. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le gars qui avait raison depuis le début, c'était bien Bret Hart. Pour parler des histoires et des procès, parce que tout au long de sa carrière, Vince McMahon va avoir des procès, des grosses histoires derrière lui. On a cette histoire autour des stéroïdes. Dans les années 80-90, eh bien, les superstars de la WWF prenaient des stéroïdes. Et en gros, c'est un médecin à l'intérieur de la WWF qui leur donnait, chose qui était totalement illégale. Alors dans un premier temps c'était légal, mais ensuite c'est devenu illégal et toute l'histoire c'était de savoir si c'était Vince McMahon qui leur demandait de prendre ces stéroïdes-là, si c'était lui le fautif. Et il y a toute cette histoire autour de Hulk Hogan qui montre à quel point c'est un suceur ultime de Vince McMahon, mais en tout cas il est loyal, ça clairement on peut pas lui enlever, parce que lorsque Hulk Hogan va quitter la WWF pour aller à la WCW, le concurrent direct, eh bien les fédéraux vont aller voir Hulk Hogan en se disant c'est bon, il a quitté le navire, maintenant il va pouvoir témoigner contre Vince McMahon, ce serait parfait, c'est le client idéal, c'est le témoin parfait. Sauf que Hulk Hogan va leur dire oui, pas de souci, au procès, je dirai exactement ce que vous voulez entendre. Sauf que lors du procès, Hulk Hogan va dire qu'il n'a jamais reçu d'ordre de la part de Vince McMahon concernant des ordonnances sur des stéroïdes ou quoi que ce soit, et qu'il n'a jamais pris de stéroïdes. Bon, on sait qu'il ment, c'est évident, mais en tout cas, il ne va pas témoigner contre Vince McMahon, ce qui montre encore une fois qu'il y a une relation père-fils entre Vince McMahon et énormément de catcheurs. On le voit lors de ce documentaire et de certaines interviews. Je parlais de John Cena, je parlais de Hulk Hogan. Avec The Rock, c'est quand même un peu différent, mais tu sens qu'il y a quand même ce respect qui est présent. On parle de superstars qui ont été créés par Vince McMahon. On parle d'hommes qui ont réussi leur carrière, qui ont gagné énormément d'argent dans leur vie grâce à Vince McMahon. Ils étaient dans leur vingtaine, dans leur trentaine, dans leur quarantaine, peu importe, et ils ont gagné de l'argent, énormément d'argent. Ils ont réussi leur vie grâce à Vince McMahon. Alors oui, ce syndrome de père-fils qui ne devrait pas forcément exister quand on connaît la personne qui est Vince McMahon, eh bien on peut la comprendre, bien sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'accepte tout. C'est-à-dire que par exemple, un John Cena qui encore aujourd'hui, avec toutes les accusations qu'a eu Vince McMahon, continue à le défendre ou en tout cas est très nuancé concernant ces accusations, ça je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter. D'ailleurs, c'est lors de ce procès et avec toutes les interviews qui vont suivre et même avant le procès qu'on se rend compte à quel point Vince McMahon est complètement fou. Vraiment, il est prêt à tout pour se défendre, il est prêt à tout pour dire qu'il est innocent, que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'a rien fait. Et il y a énormément d'interviews où tu le vois, il est à deux doigts de frapper l'intervieweur, le journaliste. Il a ce truc en lui, Vince McMahon, où il va se défendre, peu importe la situation. Peu importe s'il est dans une mouise énorme, il va réussir à se défendre, il va réussir à se sortir de ce pétrin. Et je trouve ça incroyable. Si je parle simplement en termes d'être humain, cette mentalité-là, ce mental-là, je trouve ça complètement fou. De réussir à sortir de toutes ces histoires presque indemnes, je trouve ça complètement dingue. Je ne vais pas dire que je le respecte à ce moment-là parce que sortir de certaines histoires comme des agressions sexuelles ou quoi que ce soit, je ne vais pas dire qu'il y a du mérite, clairement pas, mais ça montre encore une fois la mentalité de Vince McMahon qui ne s'avoue jamais vaincu. Pour rester un peu sur ces années 90-80, il y a 2-3 anecdotes que je trouve incroyable et totalement folle aussi. On a certains journalistes lors des premiers WrestleMania qui venaient en backstage et clairement venaient interviewer les catcheurs et leur disaient « Ah, c'est faux, hein. Ah, le catch, c'est fake. Allez, dites-le que c'est fake. Dites-le que vous utilisez des rasoirs pour saigner, etc. etc. » Et les catcheurs étaient complètement fous parce qu'en fait, ils faisaient taire les journalistes. Il y a une vidéo où Hulk Hogan se fait un peu chauffer par un journaliste en plateau. Le journaliste fait que de lui dire que le catch c'est faux et du coup, ils vont faire une démonstration de catch. Hulk Hogan lui porte une espèce de collier de tête. Sauf que le collier de tête, il va réellement le porter, la personne va s'évanouir, va se cogner contre le sol, va se relever et va pisser le sang. Évidemment, cette personne va porter plainte, etc., etc. Mais ça montre aussi la folie de l'époque. Il y a aussi une autre anecdote où l'un des catcheurs va s'en prendre justement à un journaliste en backstage parce que ce journaliste cassait les pieds à un peu tout le monde, a essayé de faire dire au catcheur que c'était faux, etc., etc. Et on est en direct à la télé et tu vois ce catcheur qui enchaîne les claques sur ce journaliste. Encore une fois, c'est complètement fou. C'est les années 80, c'est le début des années 90 à peu près, si je dis pas n'importe quoi. Bref, c'est complètement fou, ça n'a aucun sens, mais c'est des anecdotes qui aujourd'hui peuvent faire rire, évidemment.
D'ailleurs, dès ces années-là, on a énormément de polémiques et de sujets sur des possibles agressions sexuelles sur une arbitre de la WWE. On a Tony Atlas qui va lui témoigner et dire que oui, il a été touché par Pat Patterson et que ce même Pat Patterson était à l'origine d'agressions sexuelles sur des ring boys. C'était des garçons en fait qui étaient pas majeurs pour la plupart et qui s'occupaient du ring, de le changer, etc. etc. C'était des espèces de techniciens et à l'époque, il y avait eu pas mal d'articles à ce sujet, mais ce n'était pas allé plus loin et c'est dit à plusieurs reprises. Souvent, les histoires à l'époque ne vont pas plus loin parce que finalement, le catch, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas des journalistes grand public, c'est pas d'énormes journalistes qui vont faire des enquêtes sur ces sujets-là, c'est plutôt des journalistes de niche et donc forcément, ça fait pas la une. Forcément, on n'en parle pas autant qu'aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point hyper intéressant. Je vais faire un petit bond dans le temps et parler bien sûr de la guerre entre la WWF et la WCW, deux fédérations concurrentes. Et bien sûr, ce n'est pas nouveau, hein, ça a été énormément documenté. La guerre WWF-WCW, on n'apprend vraiment pas grand-chose à ce sujet-là, mais j'avais oublié 2-3 petites choses. Comme le moment où Razor Ramon et Diesel, Kevin Nash, vont partir du côté de la WCW et lors d'un live event, un show qui n'est pas diffusé, eh bien Shawn Michaels et Triple H vont décider de leur faire des adieux. Et ça, c'est très mal passé. Parce qu'en gros, le kayfabe avait été brisé. Pour ceux qui ne savent plus ou pas ce que c'est le kayfabe, eh bien c'est la suspension d'incrédulité. Concrètement, c'est vous faire croire que ce que vous regardez, là, en ce moment même, c'est réel. Eh bien, ils ont brisé ce kayfabe parce qu'à la fin du show, Kevin Nash et Razor Ramon vont faire leur adieu dans les bras de Shawn Michaels et Triple H. Et ça a été très très mal vu par Vince McMahon qui de base avait accepté, mais tu t'en rends compte aujourd'hui qu'il s'en veut presque d'avoir fait ça parce qu'il a tué le kayfabe. Et on voit des gars comme Undertaker qui ont détesté ce moment parce que lui justement disait qu'il faisait tout à l'époque pour qu'on croie que son personnage, eh bien c'était lui, que tout ça était réel. Lorsqu'il sortait dans la rue, il continuait à rester dans son personnage pour que les gens y croient à fond. Et là, voir que le kayfabe est brisé de cette manière-là, je rappelle qu'il n'y avait pas réellement Internet à cette époque-là, donc beaucoup plus difficile de briser le kayfabe, eh bien là, il l'avait brisé. Et c'est un moment important, je trouve, dans l'histoire du catch, parce qu'on te le dit, c'est la première fois où le kayfabe est cassé, et on voit les anciennes superstars, des gars comme Taker, qui sont vraiment pas heureux de cette décision-là, même un Hulk Hogan. Et comment ne pas parler du Montréal Screwjob, un événement qui là aussi a été énormément documenté. Et pareil, j'avais vu des documentaires il y a quelques années, mais j'ai oublié pas mal de choses. Et j'avoue qu'il y a quelques images en backstage qui sont tournées justement après l'événement, dont je ne m'en rappelais plus du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour ceux qui ne savent pas, même si c'est très 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 connu, le Montréal Screwjob, c'est concrètement Bret Hart face à Shawn Michaels. Bret Hart est le champion de la WWF, sauf que Bret Hart a signé un contrat avec la WCW, donc on sait qu'il va partir dans quelques semaines, et donc l'objectif, c'est de lui faire perdre la ceinture. Et donc Shawn Michaels doit lui prendre la ceinture. Tout ça a été organisé par Vince McMahon, qui en a parlé avec Bret Hart. C'est même lui qui lui a conseillé de signer à la WCW par rapport au salaire, par rapport à ce qu'il lui donnait. Et donc tout ça a été organisé, mais Vince McMahon avait une crainte, c'est que Bret Hart ne se couche pas pendant le match. C'est que Bret Hart n'accepte pas de perdre son titre et de partir avec le titre de champion à la WCW. Et forcément, ça va mal se passer, sachant que Bret Hart et Shawn Michaels se détestent. Alors, tout n'est pas expliqué dans les détails. On te dit qu'ils se détestent, mais on sait que c'est allé très loin à l'époque, avec les insultes, les mots qui ont été dits avant le combat, etc., etc. Le documentaire ne va pas plus loin, mais on comprend tout de même la tension entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, lorsque Shawn Michaels, pendant le combat, porte un sharpshooter à Bret Hart n'abandonne pas, mais l'arbitre va sonner la cloche, ce qui fait que Shawn Michaels est couronné nouveau champion de la WWF, alors que Bret Hart n'a pas abandonné. Et oui, par crainte, c'est le scénario qui avait été écrit auparavant. Shawn Michaels, Triple H étaient au courant. Le seul qui n'était pas au courant, c'était bien sûr Bret Hart. Et franchement, ce qu'il se passe dans le documentaire sur ces 10-15 minutes, c'est incroyable. Parce qu'on a Vince McMahon qui est en ringside, on a un Bret Hart qui lui lâche un molar, il lui crache dans la gueule et tu sens que ça c'est réel. Tu sens que la haine, elle est présente. On a Bret Hart qui va venir en backstage et sa seule motivation, c'est de mettre une énorme droite à Vince McMahon. Il veut le frapper, il veut le détruire et ça c'est vraiment cool parce qu'on a une caméra à l'époque qui est à l'intérieur et on voit Bret Hart qui est énervé et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est trouver Vince McMahon et de lui en mettre une. Et là, il y a deux versions de l'histoire. Vince McMahon dit que lui est arrivé avec les bras
en bas et avait fait exprès de se faire casser la gueule parce que c'est tout ce qu'il méritait. Bret Hart et d'autres catcheurs disent que non. Finalement, c'était une vraie bagarre, c'était une vraie baston, que Vince McMahon ne s'est pas laissé faire et que finalement, Bret Hart a mis KO Vince McMahon. Et franchement, c'est légendaire. On voit Bret Hart qui discute avec sa femme et Bret Hart dit à sa femme « Je l'ai mis KO. Je lui ai mis une énorme droite, il est KO. » Et t'as sa femme qui lui dit « Je suis fier de toi. » Le moment est incroyable. Enchaîné avec la femme de Bret Hart qui demande à Shawn Michaels et Triple H si eux, ils étaient au courant. Et Triple H et Shawn Michaels disent que non. Ils le jurent sur Dieu que non, ils n'étaient pas au courant. Alors qu'évidemment, ils étaient au courant. C'est un moment ultra connu, mais de le revoir de cette manière-là, avec les interviews d'aujourd'hui, avec Bret Hart qui dit aujourd'hui, en 2021, qu'il ne regrette absolument pas ce qu'il a fait. Bref, ça c'est incroyable. L'un des moments aussi qui nous permet de voir la personnalité et la mentalité de Vince McMahon, c'est le tragique décès de Owen Hart. Owen Hart qui faisait son entrée via le ciel. Malheureusement, l'un des câbles a lâché et Owen Hart est décédé. Eh bien, il faut savoir que c'était en direct. Ça n'a pas été vu parce que le public était encore dans le noir et donc on n'y voyait pas grand-chose. Sauf que Vince McMahon va prendre la décision de continuer le show derrière. Chose qui paraît totalement folle aujourd'hui, de se dire que il y a eu un mort, l'un de tes catcheurs vient de mourir sur le ring, mais tu continues le show comme si de rien n'était. Et ce qui est horrible, ce qui est immonde, c'est que le show va donc continuer, les matchs vont continuer à se produire sur le ring, et on voit une immense tache de sang sur le ring, et c'est le sang de Owen Hart. Et ça, je suis désolé, mais de le revoir aujourd'hui, ça m'a glacé le sang. Vraiment, de revoir les images là avec le sang d'Owen Hart présent sur le ring, de voir même les interviews en backstage où tu vois que les catcheurs sont au courant que quelque chose s'est mal passé et tu vois qu'ils sont en larmes. Et ça va me permettre de parler un peu de la mentalité de Vince McMahon parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse dans ce documentaire et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que ce documentaire fait vraiment bien son boulot pour relater les faits, pour nous montrer des événements importants de l'histoire de la WWF et de la WWE. Ça, c'est plutôt cool. Mais quand on creuse un peu sur Vince McMahon, eh bien, on n'apprend rien. Vince McMahon prononce à chaque fois le mot business, le mot affaires. Il ne parle que d'affaires. Rien n'est personnel avec lui. C'est une phrase qu'il dit à quasiment chaque épisode. Tout est une histoire de business. Tout n'est que affaires. Tout n'est que business. On lui pose la question si le personnage de Vince McMahon ressemble à l'homme Vince McMahon. Lui dit que non, que c'est une version très exacerbée de lui-même. Et tu vois énormément de catcheurs, des gars comme Taker, comme Hulk Hogan, qui vont te dire que si c'est lui, même Shane McMahon va lui dire, son fils, c'est lui en fait. Le personnage de Vince McMahon, eh bien c'est Vince McMahon lui-même. Mais oui, on n'apprend pas grand-chose sur l'homme Vince McMahon. À la limite, il y a un épisode qui est plutôt intéressant sur ce sujet, mais qui ne va jamais très loin non plus. C'est l'épisode où justement on va parler de ses enfants, de la famille McMahon. On va parler de Shane McMahon et de Stephanie McMahon, et même de la femme de Vince McMahon, Linda McMahon. À la limite, c'est là où c'est le plus intéressant, parce que la relation entre tous les membres de la famille est très différente. On voit que Stephanie McMahon, eh bien, elle ressemble beaucoup à Vince McMahon dans sa manière de faire, et qu'à l'opposé, Shane McMahon s'est dit à plusieurs reprises, c'est un peu la brebis galeuse. Il n'est pas comme Vince McMahon. Et justement, ça a causé énormément de disputes entre les deux. Les deux ne se sont pas entendus pendant plusieurs années parce qu'il y a eu énormément de disputes sur différents sujets, sur la vision globale du business et sur les affaires. Et on voit un Shane McMahon qui, toute sa vie, a recherché à avoir le respect d'un Vince McMahon, a recherché à ressentir l'amour de son père. Et il y a un moment important, c'est lorsque Shane McMahon fait son retour en 2016 ou 2017, qu'il fait son match à WrestleMania face à Undertaker, qu'il saute du haut de la cage, où les deux se voient après le match. Et les deux sont en larmes, les deux sont dans les bras. Et clairement, Vince McMahon lui dit qu'il est fier de lui, qu'il est fier de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. Alors on peut se dire que c'est un peu grave, que Shane McMahon obtient le respect de Vince McMahon simplement parce qu'il a sauté du haut d'une cage d'une dizaine de mètres de haut. Oui, c'est sûr, mais c'est une famille très particulière. Il y a même des anecdotes sur un Vince McMahon qui avait des storylines en tête avec sa fille qui n'ont aucun sens, vraiment. Vince McMahon avait en tête une idée. Il voulait en gros que sa fille soit enceinte et il voulait qu'à l'écran on annonce que le père de cet enfant, c'était lui-même, Vince McMahon,
donc le père de Stephanie McMahon, qui serait le père de cet enfant. Évidemment, tout le monde a refusé, ça me paraît logique. Pour une fois, des gens ont dit non à Vince McMahon et c'est tant mieux, mais cette partie-là sur la famille McMahon nous permet de voir que Vince McMahon a toujours été le même, que ce soit Shane McMahon, Stephanie McMahon. Il s'en fiche un peu de leur nom, il va les traiter de la même manière et sera même encore plus dur avec eux. Et peu importe s'il faut les mettre dans des segments où Stephanie McMahon va se faire insulter de bitch ou de slut, peu importe, si ça fait de l'argent, eh bien il acceptera. Ça montre encore une fois la mentalité Vince McMahon qui consiste à être prêt à tout pour gagner de l'argent. Je vais clôturer en disant que malheureusement le documentaire arrive au pire moment possible parce que le documentaire et les interviews ont été réalisés en 2021 et c'est dit dans les 20 dernières minutes. Parce que oui, on n'a malheureusement que 20 minutes sur l'affaire actuelle et sur le fait que Vince McMahon n'est plus à la WWE. Et en même temps, c'est logique parce que tout le documentaire se passe bien avant. Toute l'histoire autour de Janelle Grant qui a porté plainte, qui a été agressée sexuellement par Vince McMahon, toutes les autres accusations qui sont sorties sur les derniers mois, etc., qui ont fait que Vince McMahon n'est plus à la WWE aujourd'hui, eh bien c'est traité sur les 20 dernières minutes, mais évidemment ce n'est pas assez. Est-ce qu'on pouvait s'en douter? Bien sûr, parce que le documentaire a été réalisé il y a 3-4 ans, donc c'est plutôt logique. Et c'est pour ça qu'on va garder une certaine frustration avec ce documentaire. Il fait très bien son boulot pour raconter l'histoire de Vince McMahon et de son personnage tout au long des années, mais qui évidemment, par mauvais timing, ne peut pas aller plus loin sur les dernières affaires et sur le diable qu'est Vince McMahon. Bien sûr, on ressort de ce documentaire en se disant que Vince McMahon est une merde immense. Mais est-ce qu'on ne le savait pas déjà? Eh bien si, en fait on peut dire, comme Bruce Pritchard va le dire lorsqu'il va refaire une interview après avoir vu le documentaire, ce gros suceur va dire que ce documentaire est à charge, que ce documentaire est contre Vince McMahon. Et oui, on peut dire ça, parce que clairement ce documentaire ne met pas en avant les qualités humaines de Vince McMahon. Est-ce qu'il en a? C'est aussi ça la question. Et en même temps, comme je le disais, sur l'histoire la plus importante, la plus récente, eh bien on ne peut pas aller plus loin parce que le documentaire n'était pas réellement fait pour ça à la base. Donc oui, on a une légère frustration après avoir fini ce documentaire. Je trouve néanmoins que ça reste un bon documentaire de catch, que franchement si vous avez 6 heures devant vous, ça passe très bien, vous pouvez vous les faire petit à petit. Moi j'avoue que j'ai tout dégusté d'un coup parce que j'ai été pris par l'histoire, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas appris énormément de choses, mais c'est très bien monté, c'est très bien rythmé, quelques intervenants sont vraiment très cool et apportent quelque chose en plus. Donc oui, c'est un documentaire que je vous conseille, mais ne vous attendez pas, si vous êtes un fin connaisseur de catch et de Vince McMahon, à apprendre des choses. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!